Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre deuxième chapitre du cours de génie logiciel pour G3, analyse fonctionnelle. Les séances passées, nous avons abordé l'introduction sur le génie logiciel et nous avons insisté sur certains nombres de points tels que c'est quoi le génie logiciel, pourquoi avons-nous besoin du génie logiciel, et nous avons insisté aussi sur le cycle de vie d'un logiciel. Quelles sont les différentes étapes dont nous avons besoin pour la conception des logiciels? Et nous avons présenté plusieurs approches utilisées dans le cycle de vie d'un logiciel, les approches qu'on appelle traditionnelles, la méthode en cascade, la méthode en V. Nous avons aussi présenté la méthode itérative et nous avons insisté également sur ce qu'on appelle le modèle agile. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'une des phases principales dans le cycle de vie d'un logiciel. L'une des étapes principales dans le cycle de vie d'un logiciel, c'est l'analyse des besoins. Et l'analyse des besoins, c'est l'étape primordiale. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez en face de vous un client qui vous demande de concevoir quelque chose pour lui, la première des choses, vous devez comprendre réellement de quoi il s'agit. Ce qu'il s'agit, ce n'est pas d'un langage de programmation, ce n'est pas d'un outil comme par exemple de développement Eclipse ou Visual Studio, mais c'est plutôt les fonctions principales que le client recherche à avoir dans son système. Donc, vous devez prendre du recul pour ne pas être excité dans votre idée de concevoir quelque chose, mais plutôt accompagner les clients pour comprendre réellement de quoi il s'agit. D'accord? Qu'est-ce que le client veut? Comprendre son besoin est l'étape principale. Si cette étape échoue, tout ce qui viendra par la suite ne constituera que le résultat d'un malentendu. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous allez proposer par la suite ne correspondra à rien à ce que le client a demandé. Donc l'analyse fonctionnelle est une étape très importante. Cette analyse fonctionnelle est souvent suivie de ce qu'on appelle l'analyse technique. Dans ces cours de génie logiciel, je me suis donné l'obligation de m'arrêter qu'à l'analyse fonctionnelle. Et je vous invite, si vous avez le temps, de creuser davantage pour comprendre aussi la phase suivante qui est l'analyse technique. Dans l'analyse fonctionnelle, nous allons comprendre au juste quoi. Lorsque les clients viennent vous demander créez-moi un logiciel, vous devez faire l'analyse fonctionnelle pour l'aider à bien exprimer ses besoins. D'accord? Donc, cette étape va aider premièrement les clients et vous-même à mieux comprendre le système, une meilleure compréhension du système. Ça peut être quoi? Je vais développer un système de jet d'eau d'arrosage automatique. L'arrosage automatique pour un client A, ça peut être juste arroser son jardin. Pour un client B, ça peut être pour arroser par exemple ses cultures. Il a une plantation de tomates, il veut faire l'irrigation, donc il veut arroser cela. Et ça peut être aussi pour certaines personnes arroser les espaces publics le long de boulevards ou des jardins publics. Donc, l'idée d'un client A n'est pas forcément celle d'un client B. Donc, la première étape, on fait l'analyse fonctionnelle pour une meilleure compréhension du système. Quand on vous demande de faire le design d'un système, de concevoir un système, tant que vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, quels sont les besoins réels du client, vous risquerez de taper à côté.
Donc, ça va vous aider également à comprendre et à structurer le besoin du client. Comment? Vous allez commencer à poser des questions et ces questions vont vous aider à clarifier, à filtrer et organiser le besoin et ne pas chercher à tout connaître. Ne vous focalisez que sur ce dont le client a besoin. OK? Une fois que vous avez identifié et structuré ces besoins, vous pouvez maintenant définir le contour du système à modéliser. Plus précisément, l'objectif à atteindre. Donc, vous avez besoin de poser les questions nécessaires pour définir le périmètre de votre système. Et ce périmètre ne va être bien défini que en listant ou bien en identifiant les fonctionnalités principales du système. D'accord? Quelles sont les fonctionnalités principales de mon système? Donc, l'analyse des besoins est une phase très principale. Sans cette analyse des besoins, vous ne pouvez pas réaliser votre système. L'analyse fonctionnelle permet donc de décrire un système par les fonctions qu'il doit remplir et assurer, mais aussi subir, ce qu'on appellera les contraintes. Donc, trois choses. Quand on fait l'analyse fonctionnelle, ça nous permet de ressortir trois choses. Premièrement, les fonctions que doit contenir votre système. Autrement dit, deuxièmement, les fonctions que le système doit fournir. J'ai un logiciel qui doit me permettre d'identifier mes utilisateurs. Ça, c'est la première fonction. Deuxième fonction, de faciliter les transferts d'argent. Troisième fonction, ce logiciel ne sera utilisé que pour les utilisateurs qui sont en RDC. Ça, c'est une fonction contrainte. Il y a la contrainte qui est là. D'accord? Donc, on doit définir les fonctions qu'on appellera les fonctions principales et des fonctions qu'on appellera les fonctions contraintes. Donc, l'analyse fonctionnelle est l'outil indispensable à la détermination du besoin utilisateur. Lorsque vous regardez une norme qu'on appelle AFNOR, NF-X50-150, on définit trois choses. C'est quoi les besoins? Un besoin, c'est nécessité ou désir éprouvé par un utilisateur. D'accord? J'ai besoin de quelque chose. J'éprouve un désir. Par exemple, d'avoir un système qui me permet de transformer les textes, les SMS en messages vocaux. Ça, c'est un besoin. D'accord? Pour matérialiser cela, j'aurai besoin de fonctions. D'accord? Donc, ce sont les actions d'un produit ou de l'un de ses constituants exprimés exclusivement en termes de finalité. D'accord? Par exemple, enregistrer la voix. Par exemple, saisir un SMS, ce sont des fonctions. Supprimer un SMS, ce sont des fonctions. Convertir un SMS à la voix, c'est une fonction. Maintenant, les contraintes, ce sont les limitations à la liberté du concepteur ou réalisateur d'un produit. Quelles sont les limitations? D'accord? Un produit qui ne peut être que développé sur un environnement mobile. Par exemple, la taille d'un SMS ne peut pas être au-delà de 100 caractères. Okay? On peut mettre en place ce qu'on appellera des contraintes. Okay? Donc, AFNOR nous dit que la qualité d'un produit dépend d'abord de la pertinence et de l'exhaustivité de l'expression de ses fonctions de service auxquelles participe l'expression fonctionnelle du besoin et ensuite de son aptitude à satisfaire ses fonctions. Donc, un produit est de qualité, d'abord si le produit est pertinent et que les différentes fonctions nécessaires pour réaliser ce produit ont été exprimées. Et nous tenons maintenant à réaliser quelque chose qui doit satisfaire ces fonctions-là. D'accord? Une expression du besoin incomplète
et non fonctionnel présentent un risque. Lorsque je dis quelque chose, j'ai besoin par exemple de 5 fonctionnalités, mais le développeur n'a compris que 3 fonctionnalités, c'est un problème parce qu'à la fin, il va me présenter 3 fonctionnalités et pourtant moi j'avais besoin de 5 fonctionnalités. D'où l'intérêt de bien comprendre de quoi il s'agit avant de faire un saut à l'inconnu. Lorsque vous regardez par exemple ces tableaux, ça nous donne une image de ce qui se passe réellement dans la phase de conception de logiciels. Voilà ce que le client réellement a besoin. D'accord? C'est besoin réel du client, c'est une lettre au Père Noël. Maintenant, lorsque le client discute avec son développeur, le client, l'idée qui était comme ça, le client l'exprime sous cette forme. Qu'est-ce qui manque? C'est la partie ici en jaune qui manque. Donc, il y a eu une partie qui n'a pas été exprimée. Les raisons peuvent être multiples. L'une des raisons, c'est que le développeur n'a pas posé toutes les questions nécessaires. Il n'a pas aidé les clients à exprimer correctement ses besoins. Parce que la responsabilité souvent n'est pas du client, la responsabilité est au niveau du développeur. Vous devez être à mesure de poser toutes les questions nécessaires pour comprendre de quoi il s'agit et rédiger votre cahier de charges pour bien accompagner ce que le client veut. Maintenant, le besoin qui est exprimé, déjà il y a un décalage. Le troisième, c'est que le développeur a compris. Parce que dans un dialogue, dans une discussion, il y a deux personnes qui échangent de l'information. Ce que A deux fois dit n'est pas ce que B a sous-entendu. D'accord? Ce que le client a exprimé comme besoin n'est pas forcément ce que l'ingénieur qui développe le produit a saisi. Donc ça aussi, ça crée un décalage. D'abord, le premier décalage était, je me suis exprimé. Malgré que je me suis exprimé, les gens n'ont pas saisi ce que je voulais dire. Donc, il y a des informations manquantes. Par la suite, on va réaliser le produit. Ce que j'ai compris et ce que j'ai réalisé, il y a aussi un décalage. Donc, si on prend tous ces décalages, on peut dire, voilà les besoins du client insatisfaits. Ça veut dire que ce que le client a exprimé comme besoin n'a pas été réalisé. Et voilà ce qui a été réalisé. Donc, souvent, on vous demande de dessiner un balançoire et vous dessinez par exemple une chaise. D'accord? Vous avez mal compris le besoin et vous êtes arrivé à un produit qui n'est même pas ce qui a été demandé. Et ce qui va faire que tout le temps que vous avez perdu ici, c'est une charge inutile qui pouvait être évitée en comprenant réellement de quoi il s'agit. Il y a une approche qui permet de représenter facilement cela, l'analyse fonctionnelle, qu'on appelle ça la bête à cornes. La bête à cornes, ça veut dire que vous avez 3 boules. La première boule ici, qu'est-ce qu'on met? On répond à la question à qui le système rend service. Le deuxième, on répond à la question sur qui, sur quel environnement, sur qui, le matériel, sur quoi, d'accord, agit-il. Et ici, vous mettez les systèmes. Par exemple, vous mettez les systèmes ici, d'accord. Donc, on relie les deux éléments. La liaison de ces deux éléments va nous donner une phrase. C'est cette phrase-là qui est la fonction qu'on veut concevoir. D'accord? Cette phrase-là, c'est la réponse à la question « Pourquoi cette action ?» Pourquoi cette action? D'accord? C'est pour répondre à cette question. D'accord? Par exemple, je vais juste vous donner un exemple où nous pouvons avoir quelques éléments à traiter. Par exemple, on veut juste réaliser une tondeuse, d'accord, à gazon. On veut couper les herbes.
Donc, le produit, c'est quoi? Tondeuse. À gauche, on répond à la question, à qui le produit rend-il service? Cette tondeuse qu'on va concevoir va rendre service à qui? Aux jardiniers. On trouve d'abord les utilisateurs. Deuxièmement, on précise l'environnement. Sur quel environnement cette tondeuse va agir? Est-ce qu'on va l'utiliser, la tondeuse, dans l'eau? On va l'utiliser sur une surface plate en béton, ou on va l'utiliser sur le gazon. D'accord? Sur quoi agit-il? La tondeuse va agir sur la hauteur de l'herbe. D'accord? La hauteur de l'herbe. Donc, quel est maintenant dans quel objectif cette tondeuse va être réalisée? L'objectif, c'est de couper une grande surface de gazon. Donc, on peut reformuler. Pour couper une grande surface de gazon, on va utiliser la tondeuse à gazon. Le jardinier plutôt va utiliser la tondeuse à gazon qui sera appliquée sur quoi? La hauteur de l'herbe. D'accord? D'accord? On va constituer ce qu'on appelle notre fonction principale en utilisant le but avec les deux éléments. Donc, ça c'est un premier exemple. On peut voir un autre exemple, par exemple l'exemple des drones, où on veut utiliser, par exemple, un nouveau pied avec amortisseur. Ok, le nouveau pied avec amortisseur à qui ce pied-là va rendre service? À un utilisateur. Et sur quoi ce pied-là va-t-il agir? Sur le drone. D'accord? Quand on appuie, il y aura un effet sur le drone, ça va amortir. Et pourquoi? Dans quel objectif on va créer ces pieds? C'est pour, par exemple, poser le drone au sol de façon stable. Donc, si j'appuie sur ce pied amortisseur, le drone va se poser de façon stable. D'accord? Donc, pour poser les drones de façon stable, l'utilisateur aura besoin de ces pieds avec amortisseur. Un autre dernier exemple. Par exemple, nous avons besoin d'une souris. À qui rend-il service? À l'utilisateur, l'utilisateur de l'ordinateur. Sur quel environnement va-t-il agir? Le curseur qui se trouve sur le moniteur de l'ordinateur. D'accord? Ça va agir sur le curseur qui se trouve sur le moniteur de l'ordinateur. Pourquoi? Dans quel but? C'est de permettre à l'utilisateur de déplacer le pointeur sur le moniteur. Donc, pour déplacer le pointeur sur le moniteur, vous avez besoin quoi? Besoin de la souris. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple qui va vous aider à combiner tous les éléments nécessaires qui peuvent exister dans votre système et trouver les fonctions principales. À défaut de trouver les fonctions principales, on peut trouver par exemple des fonctions qu'on appelle des fonctions de contrainte. Ok? Donc, avec les exemples que nous avons vus, au milieu, vous représentez votre système, l'objet que vous êtes en train de concevoir. À gauche, ce sont les utilisateurs qui vont utiliser cet objet-là. Et à droite, dans quel environnement? Et en bas, dans quel but? C'est pour trouver les fonctions principales. Donc, le contrôle de validité va, pourquoi c'est besoin? Qu'est-ce qui pourrait le faire disparaître? Quelle est la probabilité pour que se produise chaque motif de sa disparition? Là, c'est pour valider que le besoin n'est pas seulement instantané, que c'est un besoin vraiment à long terme. Donc, l'analyse fonctionnelle va s'appuyer sur ces dispositifs-là qu'on appelle bêtes d'accord. Lorsqu'on prend deux fonctions, deux objets, on peut les relier par une fonction qu'on appelle la fonction principale. Mais la fonction principale, l'objet et les dispositifs, ça sera une fonction de contrainte. Donc, on parle de fonction principale lorsqu'on relie les deux objets. Mais lorsqu'il y a la contrainte qui est exprimée, c'est entre l'objet et votre système. D'accord? Une fonction principale s'exprime toujours par un groupe de verbes
actif à l'infinitif, d'accord? Il y a l'action. Les deux éléments du milieu extérieur mis en relation. Donc, on a les verbes actifs plus l'objet qui est à gauche et l'objet qui est à droite. D'accord? On peut également utiliser ce qu'on appelle des fonctions de contrainte. S'exprime par un groupe verbal réactif. Ok? Ça regroupe l'élément extérieur et les systèmes. Pas entre des éléments extérieurs. Entre des éléments extérieurs, c'est la fonction principale, mais avec les systèmes, c'est la contrainte. D'accord? Comme ici, par exemple, vous voyez, et M1 et M2 sont reliés, la fonction principale, tandis que FC1, c'est la fonction de contrainte, et M3 avec le produit. Pareil. Donc, identifier, exprimer, caractériser, valider et hiérarchiser les fonctions des services. Donc, les fonctions principales seront utilisées et les fonctions des contraintes également. Donc, pour chaque fonction principale peut être validée à partir des questions. Dans quel but cette fonction système existe-t-elle? Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer cette fonction système? Et qu'est-ce qui pourrait faire disparaître? Ok? Donc, sur base de ce que vous avez comme relation entre deux éléments, vous allez créer ce qu'on appelle des fonctions. C'est l'étape 1 du cahier de charges. Donc, quelle est la fonction que vous voulez réaliser? Quel est le critère de cette fonction? Et vous allez avoir un certain nombre de paramètres écrits de niveau flexibilité. Donc, une fois que vous avez conçu votre cahier de charges, plutôt listé toutes les fonctions nécessaires que vous pouvez avoir dans le système, c'est mieux de passer à l'étape suivante qui est la rédaction du cahier de charges fonctionnel. D'accord? Donc, le cahier de charges fonctionnel d'un projet, c'est un document par lequel la maîtrise d'ouvrage exprime son besoin pour le projet. C'est-à-dire le détenteur du projet va exprimer son besoin. Ces besoins doivent être formulés en termes de fonctions que le futur utilisateur aura à accomplir et que le système devra accomplir pour lui. Je vous ai dit la dernière fois, c'est un document indispensable avant de démarrer le projet. Mais il s'avère que certains clients n'ont pas même le temps de le concevoir ou ne savent pas comment le concevoir. D'où ils demandent à ce que la personne qui va, ça veut dire la maîtrise d'œuvre, puisse l'aider à créer ces cahiers de charges fonctionnels. Donc, le CDF permet en outre de provoquer chez les concepteurs ou les réalisateurs la conception et la réalisation du produit le plus efficient, de faciliter le dépouillement de propositions des prestataires et de favoriser le dialogue entre partenaires. Donc, le cahier des charges est très important parce que ça permet de provoquer chez les concepteurs ou réalisateurs la conception et la réalisation du produit le plus efficient. Avec le cahier des charges, vous êtes sûr, vous allez suivre ce qui a été demandé. Deuxièmement, vous allez faciliter le déploiement, le dépouillement des propositions des prestataires. Et enfin, favoriser le dialogue entre les partenaires. La norme AFNOR nous dit que le document par lequel le demandeur exprime son besoin ou celui qui est chargé de traduire en termes de fonctions, de services et de contraintes. Pour chacune d'elles sont définis des critères d'appréciation et leur niveau. Chacun de ces niveaux doit être assorti d'une flexibilité. Donc, AFNOR définit le cahier des charges que ça exprime les besoins de l'utilisateur en termes de fonctions, de services et contraintes. Pour chacune d'elles sont définis les critères d'appréciation. Donc, chaque fonction aura ses propres critères d'appréciation et leur niveau. Pareil pour les contraintes. Donc, lorsque vous regardez le cahier des charges, les étapes ne sont pas vraiment nombreuses. Donc, vous avez le premier titre que vous devez mettre, présentation du projet. À l'intérieur, vous devez mettre le contexte du projet. Pourquoi vous réalisez ces projets? Dans quel environnement? Deuxièmement, les objectifs, les résultats que le projet doit atteindre. Troisièmement, la description de l'existence. S'il y avait un système déjà existant, vous devez le décrire. Et quatrième, critère d'acceptabilité du produit. Donc, comment
à la fin, on va accepter le produit? Est-ce que lorsque tous les tests d'intégration seront OK, ou bien la recette sera OK, ou bien après une semaine de tests, on donnera la réponse. Donc tout ça, vous devez définir ça dans votre critère d'acceptabilité du produit. Les expressions de besoin, il y a deux types de besoins. Il y a des besoins qu'on appelle fonctionnels et les autres non fonctionnels. Donc le besoin fonctionnel va nous aider à comprendre notre logiciel. Qu'est-ce que le logiciel va faire? D'accord? Qu'est-ce qu'il doit réaliser? Et enfin, les spéciations, oh, donc ça c'est une erreur, les spécifications. Donc il faut changer la partie ici, les spécifications. Donc il manque fication. Donc les spécifications fonctionnelles peuvent être classées par importance. Ça veut dire que si je trouve par exemple 10 fonctions, ce ne sont pas les 10 fonctions qui sont prioritaires. Donc quelle est la fonction la plus prioritaire? La fonction est réalisée urgemment. Donc chaque équipe a sa méthode de définir. Vous pouvez dire par exemple projet qui n'aura pas assez de temps, ou bien les projets qui demandent beaucoup de temps va être traité en premier et par la suite les autres. Donc tout ce qui est contraintes de performance, système, sécurité, ça fait partie des besoins non fonctionnels. Le cahier des charges va également contenir une partie importante qu'on appelle la contrainte. Ça peut être au niveau par exemple du coût, du budget alloué. Vous devez vous exprimer si c'est peu. Le détail du projet, date de livraison, échéance intermédiaire ou autres contraintes. Le déroulement du projet, d'accord? Comment vous allez partir à partir de rien pour réaliser ces projets, la planification, le plan d'assurance qualité, la documentation, d'accord? Et enfin, le responsabilité, maîtrise d'œuvre ou bien maîtrise d'ouvrage et maître d'œuvre ou maîtrise d'œuvre, d'accord? Donc, on appelle maîtrise d'œuvre l'entité porteuse du besoin, celui qui veut le logiciel, définissant l'objectif du projet, son calendrier, le budget consacré à ces projets, le résultat attendu du projet et la réalisation d'un produit, appelé ouvrage. Quand tout ce que vous allez réaliser, c'est l'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage, c'est lui qui reçoit la responsabilité de proposer une œuvre à la fin. Maintenant, la maîtrise d'œuvre, contrairement à la maîtrise d'ouvrage, le maître d'œuvre est l'entité retenue par les maîtres d'ouvrage pour réaliser les ouvrages, d'accord? Dans les conditions de délai, de qualité, écoutées dans ces derniers conformément à un contrat, d'accord? Ça, c'est ce qui doit être fait. Donc, nous allons résumer un peu ce que nous avons fait aujourd'hui, d'accord? Vous aurez des exercices à faire. Donc, l'analyse fonctionnelle, on a insisté sur le fait que le besoin qui a été exprimé par les clients et ce qui a été réalisé, c'est vraiment les jours et la nuit, il y a un grand écart. Donc cet écart-là doit être réduit pour avoir quelque chose qui correspond à ce que les clients avaient demandé. Comment on retrouve les fonctions principales? Une des méthodes, c'est la bêta corde. Quand on va commencer avec l'UML, on verra que le diagramme des cas d'utilisation. D'accord? La bêta corde va faire sortir les fonctions principales. Et vous pouvez appliquer maintenant tout ce qui est côté technique pour dégager des fonctions techniques. Ok? Retenez ici, c'est votre système que vous allez concevoir. À gauche, à qui le système rend service. Et à droite, sur quoi agit-il? Donc, on a eu plusieurs exemples de cas. Ok? Différents exemples. Vous pouvez les aborder dans le TP. Donc, je tiens à vous remercier pour le temps que vous avez accordé. Donc, je vous invite à bien suivre ce cours et à poser les questions nécessaires, même au niveau des commentaires. Et je serai toujours là pour répondre à toutes vos préoccupations. Donc, je vous souhaite alors une bonne journée et rendez-vous à bientôt.